Donc très rapidement, sur le PLFSS, d'abord, on aura le droit de substitution sur les biosimilaires. C'est une grosse victoire. C'est 10 ans de travail contre des lobbies qui considéraient que le pharmacien n'était pas capable de substituer des biosimilaires. Voilà, donc on arrête les bêtises, on est des spécialistes du médicament et on aura le droit de substitution. Sur l'autre sujet, c'est la sérialisation. Donc il y a un article sur la sérialisation qui prévoit une amende si des pharmaciens n'ont pas démarré la sérialisation avant le 31 décembre de cette année. Voilà. Avec une gradation des amendes. Donc on sait très bien que ce dossier a été un dossier qui a été utilisé politiquement pour faire du populisme, puisque malheureusement c'est une directive européenne et que cette directive européenne s'applique à tous les pays européens et ça fait quand même 5 ans que ça dure cette histoire. Tous les autres pays le font. Donc ça va être très compliqué d'expliquer que la France ne le fait pas. Parce que si un pays ne le fait pas, ça veut dire que c'est toute la stratégie de lutte contre la contrefaçon qui ne fonctionne pas en Europe, puisque c'est un projet européen qu'on regarde éventuellement les doublons qu'il pourrait y avoir entre les différents pays européens. Euh, les éditeurs de logiciels, apparemment sauf un, ont mis à disposition la sérialisation. Vous savez que l'USPO s'est bagarré pour qu'on le fasse au choix, à l'entrée ou à la sortie, c'est-à-dire en back-office, quand on est tranquille et qu'on range les médicaments, ça permet de les contrôler et de les stocker, ils sont décommissionnés, et après on s'occupe plus de ce sujet, ou alors de le faire devant le patient, avec le risque d'avoir stocké un médicament pendant 4 mois et de se retrouver avec un médicament qu'on ne pourra pas dispenser en expliquant au patient qu'on a des médicaments contrefaits dans notre officine. Donc c'est un choix, il faut que les éditeurs le respectent, et également le choix de passer par le connecteur de l'ordre, qui est un connecteur qui a été fait pour la profession, avec un coût de 40 euros, mais qui a été compensé par une baisse de la cotisation de l'ordre de 40 euros, donc c'est neutre pour les pharmaciens, et ce qui permet d'anonymiser et d'éviter l'exploitation de ces données en dehors de la sérialisation. Puisqu'on sait très bien que quand il y a une telle information qui est disponible, il y a des appétits pour l'exploiter, et donc là, c'est l'ordre qui sera le garant pour, si le gouvernement souhaite, parce qu'il y a une enquête, avoir des informations, il pourra l'avoir, mais si c'est un industriel ou quelqu'un qui veut faire des statistiques, eh bien, ce ne sera pas possible. Par contre, si vous passez en direct, ce sera beaucoup plus compliqué de contrer l'utilisation de ces données, alors que c'est vous qui faites le boulot et qu'elles sont utilisées par d'autres. Donc, c'est pas, voilà. Donc, je vous conseille vraiment de passer par le connecteur de l'ordre, c'est ce qu'on a prévu avec toute la profession. Après, il y a à peu près déjà 800 pharmaciens qui ont fait la stérilisation depuis un certain temps. Et quand on les interroge, on leur demande comment ça se passe, ils disent ben, pour nous, c'est complètement transparent maintenant. Voilà, on a mis en place. Et d'abord, il y a très peu d'alertes, bien évidemment. Il y en a de moins en moins, puisqu'il y a moins d'incidents avec les industriels sur la mise en place des codes. Il y a moins d'erreurs sur les codes de data matrix, et donc ça devient complètement transparent. Par contre, il suffit d'une boîte pour que derrière, on reproche à la profession de ne pas avoir sécurisé son circuit et d'avoir donné des médicaments contrefaits à des patients en France remboursés par l'assurance maladie. Donc, aucun pays ne peut se permettre de prendre ce risque quand on est les garants de la qualité, les garants de, je dirais, de la sécurité des patients. Eh bien, on a cet outil. Voilà. Donc, il aurait été certainement mieux pensé si on avait pu intervenir, et d'ailleurs, les grossistes répartiteurs auraient pu faire leur part du travail. C'est comme ça. C'est une directive. Et se battre contre aujourd'hui est une erreur stratégique parce que, d'abord, parce que c'est la finalité de lutter contre la contrefaçon. Deuxièmement, une erreur stratégique parce que la France se retrouve aujourd'hui montrée du doigt par tous les autres pays européens, par la Commission européenne, qui peut décider du jour au lendemain de faire une amende à la France avec une amende très chère, bien sûr, qui pèsera sur les négociations conventionnelles, bien évidemment, et qui mettra le gouvernement dans une situation de difficulté à cause
d'un syndicat de pharmaciens qui continue à se battre contre ça alors qu'il sait que l'affaire est perdue. Donc ça met les pharmaciens en danger et ça met les pharmaciens dans une position extrêmement difficile à justifier, puisque les autres pharmaciens d'Europe le font. Donc voilà, regardez bien, testez-le. Moi, je vous conseille de le faire à l'entrée, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple en back-office. Et de passer par le connecteur de l'ordre, c'est encore plus facile. Et par contre, ce qui est embêtant, c'est que les éditeurs de logiciels font payer des abonnements et font payer un coût qui est prohibitif par rapport au travail qu'ils doivent faire, parce que la maintenance doit prévoir eh bien, le suivi des bonnes pratiques, le suivi du code de la santé publique, le suivi de la réglementation européenne, et ça ne doit pas être un coût supplémentaire. Et là, je trouve que ce qu'ont fait les éditeurs de logiciels n'était pas correct vis-à-vis de la profession. Sur le PLFSS, on demande également que l'on puisse, Pierre l'a rappelé sur le tabac, qu'on puisse être initiateur de sevrage tabagique sans être obligé d'avoir une prescription de notre professionnel de santé. Et on demande également la substitution des dispositifs médicaux. On n'a pas encore les arbitrages, on verra le débat à l'Assemblée si ces deux sujets ressortent. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur la pugnacité et la détermination de l'USPO pour enfin aboutir, voir aboutir ces deux sujets. Voilà. Juste par rapport à la sérialisation, une chose, vous avez vu que dans le PLFSS est inscrit une amende potentielle pour les pharmaciens qui ne pratiqueraient pas la sérialisation. Il y a un petit bruit aujourd'hui qui dit que, qui a tendance à dire, pour éviter cette amende, connectez-vous, mais ne sérialisez pas, ne décommissionnez pas. Ce qui est une erreur. Le texte européen prévoit de bien sûr sérialiser, se connecter au préalable, c'est nécessaire, mais de sérialiser. Et l'amende pourrait être due si la personne s'inscrit mais ne fait pas le boulot de décommissionner. C'est la pire consigne que j'ai entendue. C'est de prendre les gens pour des imbéciles en disant faites semblant. Franchement, quoi, c'est irresponsable d'avoir donné ce type de consigne. Franchement, quoi, c'est vraiment envoyer les pharmaciens dans le mur, quoi. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, on a besoin de quoi? On a besoin d'abord de retrouver du positif avec tout ce qu'on a passé. On n'a pas besoin de mener des mauvais combats qui ne servent à rien. On a besoin de montrer que cette profession qui a fait un boulot formidable pendant la crise, que cette image ne soit pas gâchée par un dossier sérialisation. C'est vraiment un gâchis de mener des combats qui sont perdus d'avance. Ce qui est important, c'est de se mettre en position quand vous rentrez dans une négociation conventionnelle, quand vous rentrez sur une fin de mandat d'un gouvernement, vous avez plutôt intérêt d'être malin que de faire ce genre de combat. Des questions déjà sur la sérialisation. Comment fait un pharmacien qui reprend une officine prochainement alors que la sérialisation n'a pas été effectuée sur le stock existant? Mais c'est pas grave ça. On sait que pendant une première période, pendant les 6 premiers mois, vous allez décommissionner ce que vous recevez et pas décommissionner le reste. Et on sait qu'on a une période de montée en charge qui n'est pas gênante, qui est prévue. Hein. On sait qu'on ne peut pas être exhaustif et on ne va pas décommissionner ce que l'on a forcément en stock. Donc voilà, on sait très bien qu'il y a cette montée en charge, ça s'est fait dans tous les pays et dans toutes les pharmacies qui ont démarré. Vous décommissionnez ce que vous recevez et après, petit à petit, ce sera exhaustif. Sérialisation et robots, on ne sait pas quelle option adopter. Ouais, c'est compliqué parce que on voit bien que certains robots ont des logiciels qui sont pas forcément en accord avec le logiciel d'exploitation de l'officine. Il y a même un conflit parfois entre les LGO et les logiciels de robots. Il faut voir en fait, si vous arrivez à charger et en chargeant de décommissionner, c'est le plus simple. Si c'est pas possible, ben vous êtes condamné à le faire à la sortie et uniquement à la sortie. Mais ça veut dire qu'à la sortie, vous allez passer toutes les boîtes. En décommissionnant à l'entrée, vous allez aussi passer toutes les boîtes, mais pendant un temps qui n'est pas l'attente du patient, donc c'est beaucoup plus confortable. Toutes les boîtes sont stockées, qu'elles soient dans les rayons ou éventuellement dans les robots, et vous savez qu'après, ben, tout ce qui va sortir de vos rayons ou de vos robots, de vos tiroirs, est décommissionné et donc est apte à être dispensé
aux patients, et donc vous travaillez comme vous travaillez aujourd'hui. Et pourquoi aussi on l'a fait, on a demandé à ce que ce soit fait à l'entrée? Parce qu'on est déjà dans le coup d'après. Si vous recevez un carton de 120 boîtes de Codoliprane, eh bien, on va demander aux industriels de mettre sur le carton un data matrix qui permettra de décommissionner en une seule lecture sur le carton les 120 boîtes qui sont dans le carton. C'est ce que font nos confrères hospitaliers aujourd'hui. Ils décommissionnent à l'entrée pour pouvoir gagner du temps avant de rentrer toutes les boîtes dans la pharmacie hospitalière. Eh bien, si on le fait à la sortie, eh bien ça, ce ne sera pas possible. On appelle ça des codes consolidés et on est en train déjà de faire des tests, de travailler là-dessus avec nos confrères hospitaliers. Ça ferait gagner énormément de temps. Que faire si le logiciel métier ne propose pas encore la sérialisation? On vous a proposé un courrier que vous allez pouvoir envoyer en lettre recommandée à l'éditeur de logiciels en lui demandant de mettre votre sérialisation à disposition, ce qui vous couvre, s'il ne peut pas le faire, par rapport à une amende qui est susceptible d'arriver très vite. Que faire si on a un médicament contrefait? Alors, si ça clignote en rouge, alors, si vous êtes devant le patient, vous êtes très embêté. Parce que si vous n'avez qu'une seule boîte, vous ne pouvez pas lui donner. Le patient ne comprend pas parce qu'il a vu la boîte et il vous dit mais pourquoi vous ne la donnez pas? Et si vous êtes obligé de lui dire que parce que c'est susceptible d'être contrefait, votre réputation est faite pour longtemps. Parce que dans cette pharmacie, on trouve des produits contrefaits. Donc c'est pas très malin de le faire devant le patient. Et en plus, il n'a pas son médicament. Donc si vous décommissionnez à l'entrée, eh bien immédiatement, si la boîte clignote en rouge, il faut la mettre en quarantaine. D'abord, vous savez qui c'est qui vous l'a fourni, si c'est un laboratoire ou si c'est le grossiste répartiteur. Ce qui permettra pour demain faire le retour et le remboursement, de savoir comment est arrivé ce produit dans votre pharmacie. Il est mis en quarantaine et il y a un signalement qui est fait. Et la plupart du temps aujourd'hui, c'est en fait une erreur de codage de la part du laboratoire ou une erreur de lecture et qui fait que vous avez un signalement par France MMBO qui vous dit c'est bon, vous pouvez le remettre en circuit, il n'y a pas de problème, c'était une fausse alerte. Si jamais c'est une vraie contrefaçon, à ce moment-là, il y aura une enquête pour voir pourquoi un produit contrefait est rentré sur le circuit, à quel endroit il est rentré, mais c'est peut-être pas forcément la vôtre de boîte, c'est peut-être celle qui a été vendue par un pharmacien en Lituanie. Parce que du moment que c'est le même numéro, bah, ça veut dire qu'il y en a une des deux qui est contrefaite. Et c'est pas forcément la vôtre. Donc il y aura enquête, et à ce moment-là, et on travaille maintenant bien sûr sur le remboursement du pharmacien, parce que c'est pas parce que c'est lui qui décommissionne qu'il doit être pénalisé financièrement, en plus du travail qu'il fait. Un autre point qui est important, c'est la qualité des lecteurs. C'est-à-dire la qualité des lecteurs data matrix. Si vous le faites à la sortie, eh bien parfois certains lecteurs ou sont mal paramétrés ou sont un petit peu trop anciens. C'est-à-dire qu'il faudrait changer tous les lecteurs. Si vous le faites à l'entrée, eh bien il faut être sûr que le lecteur qui est utilisé sur le poste de travail de déballage permet de décommissionner dans de bonnes conditions. Donc ça évite un investissement matériel plus important si vous le faites à l'entrée. Et ne vous laissez pas faire, hein, parce que certains éditeurs de logiciels vous la font à l'envers. Du style, ben c'est formidable, vous allez décommissionner, vous allez lire à l'entrée pour vérifier que la boîte n'est pas contrefaite, mais vous décommissionnez pas. En fait, vous décommissionnerez qu'à la sortie. Ça veut dire que vous faites 2 fois le travail et vous changez tous vos lecteurs. Ça intéresse les industriels, nous, ça ne nous intéresse pas. Combien de temps a-t-on pour vendre les produits une fois qu'ils sont décommissionnés? Pour vendre les produits, non, une fois qu'ils sont décommissionnés, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez les garder 2 ans, ils sont décommissionnés, ils ont été considérés comme valables, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous décommissionnez un médicament à l'entrée
et qu'il y a une erreur de commande, une erreur de manipulation, ou ben, le patient, justement, c'était pas le bon dosage, là, vous avez 10 jours pour le recommissionner, pour pouvoir le rendre à votre grossiste répartiteur. Au-delà de 10 jours, vous n'aurez plus le droit de le recommissionner. Si on décommissionne à l'entrée, comment faire pour dépanner un confrère? Ben, comme vous faites aujourd'hui. Parce que quand vous dépannez un confrère, ben, il va venir chercher un médicament qui est conforme, qui est décommissionné. Donc il n'y a pas de problème, hein. Donc lui va pouvoir le délivrer puisqu'il sait que ce médicament est conforme. Et quand il vous le rendra, eh bien, il vous le rendra en ayant décommissionné chez lui pour que vous puissiez le rentrer en stock sans avoir à le décommissionner à la sortie. Comme aujourd'hui, simplement, il faut s'assurer que le produit est conforme, donc il n'y a pas de problème, il pourra le délivrer sans difficulté. C'est vous qui avez validé que ce produit n'était pas contrefait. Et lui, quand il vous le rend, il doit avoir fait pareil.